Bonjour à tous. Bienvenue dans cet événement et merci de nous accueillir dans votre école. Merci beaucoup, Karine Varamian, de nous faire cet accueil chaleureux ce matin. Pour cet événement, donc, on espère très participatif dans un deuxième temps. Dans un premier temps, on va avoir la chance d'entendre des témoignages d'aides-soignants qui sont aujourd'hui en poste dans différents endroits. On a choisi 4 aides-soignants et une femme de santé 2021 pour vous parler des métiers du soin. Donc la Fondation Corian, on vous a mis un petit peu quelques petites brochures, est une fondation qui se dédie aux soignants et aux métiers du soin et dont la vocation est de donner le micro aux soignants. Donc aujourd'hui, typiquement, c'est la journée internationale des infirmières, donc ça tombe bien, on est là avec vous et nos grands témoins donc, vont pouvoir échanger avec l'animateur incroyable que vous allez découvrir, qui s'appelle Serge Guérin, qui est sociologue et qui va être donc l'animateur de cette causerie, et 5 personnes qui ont été choisies parce qu'elles ont des parcours très variés et qu'elles vont témoigner de la richesse de votre métier. Karine, encore merci. Peut-être un mot de votre école ? Tout à fait. Alors, merci à vous d'avoir choisi, d'avoir proposé à l'école Rockefeller cette journée. C'est une grande richesse pour nos élèves aides-soignants. C'est une façon de les mettre en lumière, de les honorer, parce que leur projet professionnel et leur identité professionnelle est en train de se construire. Et je suis persuadée que l'on construit son identité, bien sûr, par de riches rencontres, que ce soit les patients, mais aussi les différents professionnels qui se positionnent sur notre chemin. Et vous le savez, je vous dis souvent que nous avons des modèles et des contre-modèles. Donc aujourd'hui, c'est une façon de vous dire que aide-soignant, bien sûr, c'est un beau métier, mais en étant aide-soignant, on peut avoir des parcours très riches et vous allez en avoir la preuve aujourd'hui. Donc, merci à vous de donner cette parole-là, de donner une autre vision du métier. Et je suis persuadée que nos élèves vont être ravis de cette intervention. Merci à vous. Voilà, j'invite donc les intervenants à prendre place. Michael, Christelle, Nora, Ouda et Amandine et notre Serge. Merci mesdames pour cette introduction. Merci à vous tous de votre présence. On va commencer par un truc tout bête. Nous d'abord, et vous ensuite. On va faire un exercice physique extrêmement difficile. Nous, on va vous applaudir. On y va. Et maintenant, on va faire l'inverse. C'est vous qui allez nous applaudir. Merci beaucoup. C'était plus fort. Ils sont un tout petit peu plus nombreux aussi. Voilà, faut quand même le prendre en compte. Alors, l'idée aussi, c'est de se dire, encore une fois, on est sur des métiers à la fois hyper visibles, parce que tout le monde dans sa vie, à un moment ou à un autre, a eu besoin de gens comme vous. Et s'il n'en a pas eu encore besoin, il en aura besoin. Voilà. Voilà, ça fait partie de la vie. Et donc, on a sacrément besoin de vous. Et inversement, on a aussi sacrément besoin de vous. Et puis, de ce dont on va parler tout à l'heure. Puis, le deuxième élément, c'est qu'on est dans un pays qui souvent a tendance à se plaindre, à dire que ça ne va pas. Donc, de temps en temps, applaudir, c'est aussi se dire « Hey, il y a aussi des gens qui font des choses super. On peut aussi faire confiance à l'autre. » Donc, ça s'appelle de l'optimisme. Dire, tiens, on commence par applaudir, c'est-à-dire on commence par se faire confiance. A priori, ce que vous allez raconter va être intéressant. Si on part du principe que ça va être nul, il y a peu de chances qu'on écoute bien. Si on commence par applaudir, on est prêt déjà à écouter. Peut-être qu'à la fin, on dira, ouais, là, le petit chauve, il était bien gentil, mais en fait, c'était pas très intéressant. On verra. Mais en tout cas, on démarre par quelque chose de positif. Je prends souvent en référence un grand auteur qui s'appelait Primo Levi, et qui disait, moi, je suis optimiste, parce que comme ça, je suis sûr qu'au moins, il y aura eu un bon moment.
Donc on démarre par ce bon moment et peut-être qu'on arrivera à garder plein de bons moments. Voilà, ça c'était une espèce d'introduction très rapide qui m'est venue en vous écoutant toutes les deux. Et puis bravo, je suis prof dans la vie civile et en 2 minutes, faire sortir tous les étudiants qui étaient en train quand même de piquer de la bouffe, de trouver des bons petits desserts et autres, chapeau, moi j'y arrive pas. Hein. Donc respect, je me dis, peut-être que dans les trucs de formation, il va falloir réfléchir à venir ici et tout ça. Donc je vais essayer d'organiser un truc. Voilà. Voilà. En tout cas, merci et bravo. Et puis aussi le plaisir que vous avez, vous tous, d'être ensemble, de partager. Et ça aussi, ça fait du bien, tout simplement. Alors, on va se faire du bien pendant un bon petit moment, hein, en vous écoutant. Donc ce que je propose d'abord, alors on a une chance incroyable, on a 5 personnes extrêmement différentes, très différentes, très différentes. Et en même temps, il y a aussi une humanité. Monsieur le directeur général, bienvenue. Et, il voulait arriver discrètement. Et voilà. Ce qui vous prouve aussi que ce temps est extrêmement important, hein, puisqu'on nous vient, les plus grandes célébrités nous rejoignent, donc ça prouve aussi. Voilà. C'est aussi l'importance, encore une fois, on est sur un sujet qui est absolument majeur, qui est celui des métiers. La fondation Aimer, Soigner, comme disait Marianne tout à l'heure, c'est quand même pas rien que ça se centre uniquement sur cette question, finalement, des métiers. J'ai pas dit du travail, j'ai pas dit des jobs, j'ai dit des métiers. Il y a des gens, on dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est pas pareil, c'est quoi ton métier? Un métier, c'est quelque chose dont on est fier, c'est quelque chose qu'on a appris. Un job, c'est un truc qu'on fait parfois pour gagner un peu d'argent. Si tu c'est pas tout à fait la même chose. On dit rarement qu'on a choisi un job. En revanche, on peut dire qu'on a choisi un métier. Hein, il doit y avoir un truc autour de ça. Donc voilà. Donc là, on va parler métier. Alors on va parler métier. On va vous écouter d'abord tous les 5. Alors vous avez remarqué qu'on a respecté une certaine parité, puisque 2, 4, 5, je me mets 5 intervenants, 4 femmes, 1 homme. C'est même plus que ce que les hommes représentent dans ce type de métier. Donc Michael, de ce point de vue-là, c'est même... Voilà. Bon. Mais on s'est dit que c'était aussi important pour les différents regards puissent y avoir. Mais surtout, ce qui nous intéressait, c'est que les 5 personnes qui sont là, les jobs, ok, les métiers, mais ces 5 personnalités et ces 5 parcours. Évidemment, c'est ça que l'on va écouter tout du long. Vos parcours différents. Donc on va commencer, il va y avoir 3 temps. Un petit temps où chacun raconte son parcours, chacun son tour, avec la manière dont il a envie de le dire, le truc qu'il a envie de mettre en avant, le truc qu'il n'a pas envie de mettre en avant. Ça, c'est le premier temps. Ensuite, on va discuter un peu métier, justement. Et puis ensuite, il y aura un temps d'échange, parce que vous avez dit jusqu'à 15h, vous ne devrez pas dire un mot, pas exagérer. D'abord, c'est impossible. Et ensuite, à un moment donné, au contraire, et je sais, et merci aussi au corps enseignant d'avoir fait ce travail-là, vous avez aussi préparé ce temps-là. Et ça, évidemment, pareil, est-ce que je viens juste en consommateur, je m'assois dans le truc, puis j'écoute ce qui se passe, ou j'écoute pas d'ailleurs, ou bien est-ce que je viens en acteur et une discussion informée? Je me suis préparé à ce dont on allait parler, et donc je vais en profiter finalement mieux. C'est comme si on entend quelqu'un qui parle une langue étrangère, si on ne connaît pas un mot, on a du mal à en profiter. Si on commence à avoir des rudiments, on en profite mieux. Là, c'est un peu pareil. Le temps que vous avez pris avant, c'était un temps justement d'apprentissage. Alors, j'ai à côté de moi, je suis très content qu'elle soit assise, parce qu'elle fait 20 cm de plus que moi, donc je préfère qu'elle soit assise. Donc j'ai Christelle Galvez. Alors Christelle Galvez, c'est une star. Alors, on a démarré là-dessus, c'est la femme de santé 2021. C'est-à-dire que c'est intéressant parce qu'on va voir après votre parcours, mais ce qui est intéressant, c'est femmes de santé, souvent, c'est des gens qu'on repère parce qu'ils ont inventé un truc qui marche ou qui ne marche pas d'ailleurs dans le digital. Souvent d'ailleurs ça ne marche pas, puis ça coûte très cher. Mais ça c'est un autre sujet. Voilà. Mais souvent on est un peu fasciné par la technologie. Ou bien on va trouver un médecin, et ainsi de suite. Et c'est intéressant aussi de rappeler, vous avez idée de combien il y a de personnes qui travaillent, tous secteurs confondus, dans le domaine de la santé? 2,5 millions de personnes. C'est pas rien quand même. Dont à peu près 85% de femmes. Bon. Et là, il y a plein de métiers. Mais souvent, on a tendance plutôt à penser aux médecins et ainsi de suite. Donc c'est aussi intéressant de se dire, femme de santé, on est allé chercher un qui venait d'ailleurs, d'une certaine manière. Et qui participe à tout ça. Alors, j'ai beaucoup parlé. Maintenant, Christelle, on démarre. Et vous nous racontez en quelques minutes qui vous êtes et votre parcours. Simple. Merci Serge, merci à vous tous de me donner la parole. Je suis vraiment émue d'être parmi vous. J'étais sur ces bancs, pas forcément ici à Rockefeller, parce que j'ai fait mes études à Paris, mais j'ai grandi... Aujourd'hui, j'ai 43 ans et je suis directrice des soins et des parcours au Centre Léon Bérard. Mais avant tout ça... je suis une élève
pas très bonne à l'école. Je suis dyslexique, mais pas diagnostiquée, parce que de toute manière, c'est juste... C'était à l'époque, on ne le faisait pas. Et ce que je voulais par-dessus tout, c'était faire en sorte que les gens ils aient plus mal au ventre en allant à l'école le matin. Et c'est sûrement ce qui m'a fait me lever pour être soignante un jour. Mais l'école d'infirmière n'était pas forcément accessible pour moi. À l'époque, c'était les concours. Et donc, je suis passée par votre formation. En tout cas, j'ai fait aide-soignante, j'ai fait faisant fonction d'abord. Enfin, et j'ai adoré ce métier, mais mon cœur était vraiment attaché à être infirmière. Et infirmière, pour finir, je l'ai fait pendant 5 ans. Et je suis devenue très rapidement manager, parce que ce que j'aime par-dessus tout, c'est l'ambiance d'équipe. Parce que ce que j'aime, c'est comment on s'arrache ensemble, comment on décroche la lune pour les patients qui sont dans nos lits, pour toute cette humanité qu'on a envie d'améliorer, ce monde qu'on améliore ensemble. Et donc, être manager, pour moi, c'était vous donner les moyens, donner l'impulsion, embarquer, faire des projets. Et donc, ça m'a amené à reprendre mes études vers 27 ans. Et j'ai repris des études. Étant jeune, avec des enfants et pas forcément beaucoup de moyens, j'ai préféré mettre tout de suite tout ce que j'avais pour payer un nouveau diplôme. Et c'est l'école de commerce que j'ai choisi pour être directeur d'établissement. Parce que qui peut plus, peut le moins. Et donc j'ai pas un parcours de cadre, etc. J'ai fait faisant fonction de cadre, mais je suis allée... et donc, cette école à Toulouse m'a permis de revenir dans l'établissement où j'ai grandi en tant qu'aide-soignante infirmière, directrice des soins. Mais j'étais directrice des problèmes plus qu'autre chose. Et sûrement parce que et ça venait de moi, parce que je pensais que je vous devais tellement. Parce que je venais de vous, je pensais que les problèmes que vous vivez au quotidien, je devais les régler pour que vous puissiez les vivre mieux. Et c'est là où je me suis un peu perdue. Le plus important, et c'est ce que j'ai réappris en sortant de l'hôpital, et je suis partie me reformer, mais là, en l'occurrence, dans l'armée de l'air. Vous allez me suivre, vous inquiétez pas. Après, on va arriver au parachutisme. Vous inquiétez pas. Et puis il y aura cette expérience quand vous avez fait le tour du monde en bateau et après en pédalo. Voilà. Mais vous inquiétez pas, ça fait partie de la diversité des parcours. Disons qu'à partir du moment où on se pose des questions et qu'on se dit mais pourquoi je fais ça, autant y aller à fond. En tout cas, c'est ma technique. Et ne jamais dire non à quelque chose qui pourrait nous dire et s'il y a des réponses là-dedans. Donc voilà, l'armée de l'air, c'était plutôt pour comprendre comment eux diminuaient les crashs alors qu'on n'est pas en temps de guerre. On s'entraîne et malheureusement, il y avait des accidents. Et moi, à l'hôpital, c'était un peu quand même le système Z, alors que très souvent, je me dis, mais pourquoi on n'utilise pas le système A? Pourquoi on ne travaille pas mieux ensemble? Et donc voilà, ce que j'ai appris, c'était le facteur humain, c'était le fait qu'on pouvait se former à mieux travailler en équipe, à mieux partager la conscience de situation. Et c'est là où je me suis dit, pourquoi pas m'embarquer à créer à former les professionnels soignants dans les hôpitaux, les équipes à ça. Et donc j'ai mis les caméras embarquées sur les patients. Et puis j'ai montré que pas forcément du parking au parking, on n'était pas forcément une super équipe, on était parfois discordants. Et donc c'est comme ça que je vendais mes formations derrière, forcément. Mais bon, je suis pas une bonne commerciale. Et ce que j'aime le plus, c'est être là où je me sens bien, c'est-à-dire dans la santé, dans l'hôpital, vivre avec vous, c'est ma deuxième maison. Donc j'y suis retournée. Le Centre Léon Bérard m'a proposé de prendre un poste de directrice des soins depuis 10 ans. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir aussi d'autres missions, d'avoir une journée par semaine au ministère pour accompagner d'autres établissements à faire des grands projets de plus de 150 millions d'euros. J'ai des missions aussi... je suis présidente de l'Association française de chirurgie ambulatoire, la première fois en France qu'il y a une infirmière qui est à la tête d'une association de chirurgie. Je peux vous dire que c'est pas un long fleuve tranquille, mais en tout cas tout est possible. Et j'ai eu la chance d'être nominée Femme de Santé en 2021 parce que avec toute l'équipe, on a imaginé un parcours pour les patients de retour à domicile sur des traitements qui se faisaient pas à la maison. Et que je pense que on est une équipe bien au-delà de l'hôpital et que vos métiers sont très très puissants à partir du moment qu'ils sont connectés les uns aux autres en dehors que de l'hôpital, mais sur le parcours du patient. Voilà, j'ai essayé de... Pas mal, hein? Je pense que vous auriez aussi pu passer par une école de com ou un truc comme ça. Hein, voilà, mais c'est important aussi de savoir faire passer quelque chose. Et ce qu'on va faire, c'est ça. C'est faire passer des choses de la même manière que vous êtes tous très différents,
bah là aussi, on est tous très différents. Et ça fait partie du jeu. Alors je suis content, hein, il y a une seule grande avec des cheveux, mais on est 2 dyslexiques. Ah oui, Voilà. enchanté. Ben oui. Alors moi, j'étais plus vieux encore, donc c'était avant. Voilà, et bon, bah on se débrouille. 3, c'est vrai? Ah ouais, non, j'ouvre un quart de parenthèse, donc il doit y en avoir là aussi, c'est obligé. Et donc voilà, et ces fragilités-là, elles nous obligent aussi à nous adapter. Il y a un grand monsieur qui s'appelait Charles Darwin, qui a montré que l'évolution humaine, c'était ça. C'est la capacité, face aux difficultés, de trouver des moyens de s'adapter. Sinon, on fait quoi? On pleure, on regarde son nombril, on dit « Ah, j'ai pas de chance, je suis une victime ». Voilà, ça marche pas comme ça. Donc on essaie de trouver des choses. Et c'est tous ce qu'on essaie de faire dans nos vies. Sinon, bah, on pleure et on n'avance pas. Alors, deuxième exemple, Amandine. Amandine Diane. Alors, complètement une autre histoire, évidemment. C'était ça l'intérêt. Alors, Amandine, pareil, vous allez nous raconter, toujours dans cette conversation, toujours dans ce côté, vous avez vu, très à la cool. Oui, complètement. Oui. Vous, c'est pas du tout la même histoire. Pas du tout. Et oui. c'est très bien. Bah, bonjour déjà, bonjour. Je tiens à vous remercier pour votre écoute. Alors, je me présente, je m'appelle Amandine, j'ai 34 ans. Donc, j'ai fait un bac pro commerce. Donc, voilà, un bac pro commerce qui me correspondait pas vraiment, donc, parce que je me cherchais à ce moment-là. Après, je cherchais l'humain. Donc, du coup, je me suis dirigée vers le commerce, mais qui ne complétait pas vraiment mes recherches. Et à la suite de ça, je suis maman de 2 enfants, donc j'ai fait mes grossesses comme il faut, je me suis occupée de mes enfants. Et j'avais toujours en tête ce métier d'aide-soignant, qui était toujours dans un coin de la tête et tout. Et le Covid m'a reconfortée dans mon choix. Donc du coup, je me suis dirigée, vu le manque de personnel et que c'était un métier que j'avais toujours voulu faire, je me suis dirigée vers la formation d'aide-soignante. Donc aujourd'hui, je suis aide-soignante diplômée depuis 2022 et je travaille en psychiatrie. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Amandine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le métier, ça a été le prêt-à-porter. Dans un premier temps, voilà. Oui, parce que je recherchais justement le contact, l'humain. Oui. Et d'une certaine manière, dans ce deuxième métier, le contact et l'humain, vous le trouvez aussi un peu. Ah, complètement. Oui. Complètement épanoui. Ouais. Ce côté humain, cette empathie, c'est pas du tout la même communication entre le commerce, le métier, la communication dans le commerce et la communication dans le médical. Voilà, c'est 2 mondes complètement différents. Mais il y a de l'humain, certes, mais pas de la même manière. D'accord. Ouais. Et la tenue d'aide-soignante? Elle est valorisante. Voilà. Mais oui, complètement. Je ne vais pas dire le contraire, sinon je ne serais pas là. Non, c'est très enrichissant. On apprend beaucoup de choses. Et le fait que je sois vraiment diplômée de 2022 et qu'il y a 1 an en arrière, j'étais à votre place, en fait. Donc, je peux vous dire d'y aller tête baissée, mais vraiment foncez. Foncez. Tous les jours, j'apprends des choses. Tous les jours, je me réveille. Je vais en psychiatrie. Je rencontre mes patients. Tous les jours sont différents. Voilà. On apprend plein de choses. Je prends maturité aussi au jour le jour dans ce métier. Et il y a plein d'ouvertures aussi. Voilà. Vous verrez, oui. C'est super, parce que finalement, apprendre, c'est rester vivant. Le jour où on se dit « j'apprends plus rien », qu'est-ce que tu fais là quoi, je ne sers plus à rien. Oui, donc c'est vivre comme ça. C'est vivre comme ça, c'est génial. Merci. Donc, merci. Vous voyez, deuxième regard. Hop, on continue. Alors là, la difficulté avec Nora Caouche, ça va être qu'elle ne parle pas jusqu'à 17h15. Voilà. Elle a plein de trucs à nous dire. Mais pareil, plein de choses. Alors et donc, déjà, on va partir sur cette idée-là. C'est plus de 30 ans de vie professionnelle. Voilà, racontez-nous tout ça. Donc, Nora, aide-soignante, déjà ravie de vous rencontrer, mais vraiment du fond du cœur. Voilà, vous avez choisi un métier magnifique, vraiment. Voilà, donc, d'une chose, vraiment, quand je vous ai vu rentrer dans la salle, j'étais vraiment contente. Voilà, donc en fait, j'ai une expérience effectivement de 28 ans en chirurgie générale. J'ai fait de la cardio aussi, donc différents services. J'ai fait pratiquement pas mal de pathologies différentes. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de travailler dans un centre de correction de la vision où j'étais responsable aide-soignante dans le centre, donc toute seule au bloc avec toute la mise en place. Pour vous dire la diversité de notre métier d'aide-soignant, on a beaucoup de possibilités en fait.
Et j'ai été aussi enseignante vacataire à l'IFSI à Vèze, rue de la Claire, voilà, en tant qu'enseignante vacataire. Donc, j'ai rencontré déjà des étudiants. J'ai déjà été dans un amphi pour parler avec les étudiants. Là, actuellement, je suis au SSR Les Lilas Bleus. Donc, j'ai intégré une petite entreprise, on va dire familiale, et ça me va bien parce que c'est ce que je veux retrouver, l'humain. En fait, en tant qu'aide-soignante, on est vraiment reconnu, on est écouté, on prend le temps de s'occuper des patients. Et en fait, notre métier, la base, c'est ça, en fait. C'est l'humanité, c'est s'occuper des personnes. Et aussi un travail d'équipe, travailler ensemble, main dans la main, que ça soit de la direction jusqu'au kiné, l'ergothérapeute, et voir évoluer le patient dans le bon sens. Voilà, je crois que j'ai vraiment trouvé ma place là. Voilà. C'est pas mal quand même dans la vie, trouver sa place. Ouais. Merci. Et puis, en discutant, vous m'expliquiez aussi que vous êtes aussi beaucoup impliqué dans la formation. Et vous avez même passé un certificat un peu spécifique autour de ça. J'ai un certificat de tutorat pour l'encadrement des stagiaires. Et très tôt, dès que j'ai commencé à exercer en tant qu'aide-soignante, j'ai intégré un comité d'encadrement dans l'établissement. Donc, pour faciliter l'encadrement des étudiants. Et regardez, au bout de 28 ans, je m'implique autant pour les étudiants. Donc, je vous attends avec plaisir dans l'établissement, vraiment. Voilà, donc l'encadrement, c'est hyper important, c'est la base. Moi, je vous encourage vraiment à continuer, à ne pas lâcher. C'est un métier très enrichissant. Vous allez vraiment vous épanouir. Restez sur votre ligne droite. Ce que vous avez envie de donner auprès des patients, l'humanité, je crois que c'est tout en fait. C'est nous, vous allez prendre le relais plus tard. Moi, dans quelques années, je serai à la retraite, mais après, il y aura des personnes qui vont prendre le relais. Donc, c'est bien, quoi. Voilà, épanouissez-vous pendant votre formation et pendant les stages, et voilà. Nora, je viens de voir avec le président de la République pour l'histoire de retraite. Pour vous, on va le décaler à 75 ans. Ah non. Voilà. Non, parce que bon, voilà, on vient de voir ça, mais c'est voilà. Avec un déambulateur, ça sera pas possible. Là. Mais non, en pleine forme. Voilà. Déambulateur, tout de suite les. Non, mais... Ah là là. Voilà. Merci beaucoup, et on va reparler entre autres d'ailleurs de ces. Alors, on continue à se promener. On était au début d'ailleurs avec le centre Léon Bérard, la clinique Villa des Roses, la clinique Lilas Bleus avec des jolies couleurs. Et maintenant, on va passer du côté de l'EHPAD Claude Ypres ou d'Ypres, je ne sais pas comment on dit, d'Ypres. Et avec Ouda. Alors pareil, la même histoire. Enfin, justement, une autre histoire, mais la même chose. Racontez-vous. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Ouda Sangui. Je suis aide-soignante tuteur au Claude Ypres à la Croix-Rousse depuis une vingtaine d'années. Après mes études secondaires, 3e année, j'ai fait une seconde STT, section technologique et tertiaire, dans le but de devenir dans le secrétariat ou dans la gestion. Donc c'est à ce moment-là que j'ai découvert le milieu des soins, cette maison de retraite, parce que j'étais en stage, en observation. J'avais une réelle envie de faire partie de ces soignantes. Donc ça m'a énormément attiré, le paramédical, l'équipe soignante, la prise en charge des personnes, l'aide à la personne aussi. Donc je me suis réorientée vers un BEP sanitaire et social. J'ai obtenu mon BEP. J'ai fait des remplacements aussi dans cette maison de retraite qu'ils ont absolument voulu me garder. Donc, et tout de suite, après mon BEP sanitaire et social, j'ai fait une première et une terminale SMS. Et le directeur d'établissement m'a contacté pour me dire qu'on veut de vous dans cet établissement. Donc, j'ai passé le concours d'aide-soignante. J'ai intégré l'école, j'ai intégré l'établissement en tant qu'aide-soignante. Des années plus tard, je suis devenue titulaire référent. Donc, je m'occupe de toutes les stagiaires dans l'établissement. Je suis en contact réel avec les IFSI et les IPAS. Et je suis épanouie. Ça fait 20 ans que je suis dans le même établissement. Et j'ai envie d'évoluer aussi professionnellement. J'ai envie de continuer d'évoluer professionnellement et, dans ce domaine. Voilà.
Vous voyez, hein. Alors, donc, si on est très clair, Ouda, le secrétariat, c'était un peu ennuyeux. C'est ça. C'est ça. Et donc, vous avez trouvé d'autres choses. Donc, c'est ça aussi, à un moment donné, on va vers une voie et puis on a le droit. Hein. C'est grâce à ce stage-là que j'ai pu découvrir ce milieu de soins paramédical que je ne connaissais pas du tout. Ouais, le coup de chance, en fait, c'est de se retrouver secrétaire dans un endroit qui faisait la santé. Tout à fait. Vous auriez été dans la métallurgie, je ne sais pas ce qui serait passé, quoi. Voilà, donc parce que soigner les morceaux de fer, c'est pas pareil, quand même. Voilà, donc non, mais c'est super. Mais l'autre élément aussi, vous disiez ces évolutions et tout ça. On avait aussi parlé de la question de la fin de vie. C'est quelque chose sur lequel vous êtes confronté, sur lequel vous avez aussi souhaité progresser d'une certaine manière. Tout à fait. La fin de vie, c'est très très difficile pour tout le monde. C'est pas quelque chose. Nous, en tant que soignants dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées, on le côtoie tous les jours. Donc, on essaie de prendre en charge de mieux en mieux les personnes. On essaie de prendre aussi les familles en charge, d'être à l'écoute de la personne, d'être à l'écoute de la famille. Et voilà. Super, bien sûr. Et puis, à propos de famille, si j'ai bien compris, votre fille veut faire pareil, mais sans passer par la case secrétariat. C'est ça, hein? Tout à fait. Ma fille veut devenir infirmière aussi, donc voilà. Et je l'encourage dans ce projet. À Rockefeller, oui, tout à fait. À Rockefeller, voilà. C'est bon, on gagne du temps. Hein, voilà. Voilà, c'est fait. Non, mais c'est important aussi, les contacts, tout ça. Il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a directement en parler. Voilà, exactement. Alors, merci beaucoup. Et, Michael. Alors, Monsieur Pelux, Monsieur Michael, pareil, l'histoire, votre histoire. Avec plaisir. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de remercier d'abord la Fondation Corian, le groupe Corian pour l'organisation de cet événement et l'école Rockefeller de nous permettre d'échanger sur le métier d'aide-soignant. Alors pour me présenter, Michael Pelux, j'ai été ASH au début de ma carrière, puis ensuite aide-soignant. J'ai ensuite évolué sur des missions transversales pour être aujourd'hui responsable hôtelier et relations clients au sein de la clinique Belcon. Voilà. Donc un parcours un peu atypique, mais qui m'a permis de rencontrer des personnes, d'avoir des visions différentes du métier, que ce soit ASH, aide-soignant, donc plein de façons de prendre soin. Donc voilà, donc aujourd'hui je suis épanoui dans ce métier. Alors, Michael, on l'applaudit. Alors, non mais... Le seul mec, il n'aurait pas été applaudi, c'est quand même... Hein, faut quand même... Ben oui. Voilà. Alors, Michael, c'est aussi, donc, pareil, parcours sportif. Hein, au sens, les choses, elles sont... Rarement, la vie, c'est une ligne droite. Hein. Ça se serait. Et peut-être même que c'est super ennuyeux quand c'est une ligne droite. Voilà. Donc en tout cas, il y a besoin de faire des virages, de réfléchir à des choses. Et vous êtes allé tellement loin qu'aujourd'hui, si je ne m'abuse, vous êtes même suivi même une formation, un master sur le droit de la santé. Donc là, à la fois nous raconter ça, parce que c'est pas si évident que ça, dans un pays en plus qui est très très marqué par les diplômes, c'est pas si évident que ça d'être candidat et d'être pris dans un master de ce type-là. Et puis dites-nous aussi pourquoi. Alors, ce qui a été essentiel pour moi, j'ai découvert le métier d'ASH, j'avais 18 ans, c'était un centre hospitalier public, et là je touchais du doigt ce qu'était l'accompagnement. Alors, pas l'accompagnement direct, celui qu'on a l'habitude du soin physique, mais parce que je faisais l'entretien des chambres. Mais du coup, on participait, on se questionne, on voit les soignants, on voit les médecins, on voit les infirmiers, et puis on voit les directions. Et donc l'idée m'a été dit, j'ai envie de participer à ça. Et donc, j'ai fait le choix de passer le diplôme d'aide-soignant, non pas par le biais de la formation continue, mais de la formation initiale, pardon, mais par le parcours de VAE. Donc, c'était un choix de ma part parce que j'avais une certaine expérience de terrain, et je m'étais dit, il faut que j'utilise ça pour le mettre en perspective avec ce qu'on peut apprendre et ce qui est attendu du diplôme d'aide-soignant. Donc, ce que j'ai fait à l'école Rockefeller, je remercie au passage Isabelle Bonnoir, qui était ma professeure, je ne sais pas où elle est dans la salle. Donc voilà, et ce qui a été important pour moi, de ASH, aide-soignant, puis
travailler sur des missions transversales au sein de cet établissement, ça a été de me dire, l'expérience que j'ai vécue, que je vivais, c'est pas parce que je le faisais plus que j'allais plus m'en servir, mais du coup elle me permettait d'avoir un autre regard et de le confronter aussi avec celui des autres, avec des personnes qu'on rencontre. Ce qui a marqué le plus pour moi mon parcours, c'est les personnes que j'ai pu rencontrer. Je ne mentionnerai pas Claire Pernet, Rachel Gendard, qui sont des gens un peu inspirants qu'on rencontre, les équipes support avec lesquelles aussi on peut travailler. Donc voilà, tous ces regards-là, au final, on peut s'en nourrir. On peut soit les intégrer et avoir sa propre vision. Bon, donc vous voyez, ça valait le coup de commencer par applaudir. On avait bien raison d'être en confiance et en intérêt. C'est vrai que s'il y avait eu après rien du tout, j'aurais été un peu embêté. Mais voilà, ça fait partie justement de ce jeu-là. Alors ça, c'était la première partie. Ce truc, on se raconte un petit peu. Ensuite, quelques petits questionnements comme ça, ou quelques petites interrogations. Depuis qu'on a décidé de lancer l'orientation de la Fondation Aimer, Soigner, donc sur l'enjeu des métiers et sur l'enjeu des personnes qui assurent ces métiers, parce qu'il y a des métiers, il y a des êtres humains, hein, ça ne marche pas l'un sans l'autre. Quelque chose qui est revenu, mais très très souvent, c'était la notion de métier de vocation. Alors du coup, le mot, on s'est dit, bah tiens, alors si je dis vocation, est-ce que vous y retrouvez dans ce terme-là, ou est-ce que vous avez envie de proposer un autre terme, ou est-ce que ça vous va très bien? Voilà. Nora, je sens que vous avez envie de démarrer. Parle qui veut. Voilà. En fait, oui, vocation, des fois, ça interpelle les personnes. Ça fait rappel un peu à l'histoire, en fait, les sœurs voilà, qui travaillaient dans les soins. Moi, je parlerais plus de passion, en fait, dans ce métier, pour justement pouvoir après diversifier tout au long de sa carrière les soins. Voilà, plus une passion. D'accord. Voilà. Qui d'autre a envie de réagir? Moi, j'aurais dit plutôt une destinée aussi. Ça peut être une destinée de ce métier. Parce que c'est une vocation. Ça dépend pour qui. Ça peut être ma destinée. Pour moi, personnellement, je parle toujours de manière personnelle. Hein, pour moi, c'était ma destinée. Parce que depuis mon bac, en fait, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête. Ça m'a toujours trotté dans la tête. Hein. Donc, c'était ma destinée. Voilà. Et aujourd'hui, j'en suis fière d'en parler. Génial. Voilà. Oui. C'est donc sa destinée, que les choses soient claires. Hein, ça rigole pas, et vous rigolez pas, hein, parce que voilà, c'est vraiment au moins. Voilà. Alors, vocation, destinée, passion, autre chose? Je dirais que c'est des fondations. Le métier de soignant, il nous bouleverse, il nous traverse, et en tout cas, moi, il me fait me lever tous les matins. Donc, est-ce que j'ai l'impression d'y perdre ma vie? Non, c'est un peu le sens. Le mot vocation donne l'impression qu'on y donne sa vie un peu. J'ai l'impression, effectivement, de donner une bonne partie de ma vie, mais de manière où je prends du plaisir. Donc, c'est effectivement le mot passion, mais aussi beaucoup de plaisir. Et puis, je suis bouleversée par ce métier. Le métier de soignant, c'est qui je suis, c'est ma définition. C'est beau, hein, quand même. À chaque fois, on a des... Michael, le niveau monte, hein, il va falloir aller. Je vais peut-être me placer là-bas, du coup. Ce sera peut-être moi. Ce métier d'aide-soignant, je ferais presque l'exercice de mettre en parallèle le mot vocation avec obligation, se poser la question, pourquoi je fais ce métier? Est-ce que je le fais parce que c'est ancré dans mes valeurs, dans ce que je suis, dans ce que je veux? Ou est-ce que je le fais parce que je suis obligé de le faire, parce qu'il faut bien nourrir sa famille? Et le sens de la vocation, il est peut-être là. Et peut-être aussi on a tous à un moment donné dans nos parcours de vie s'être posé la question, pourquoi je fais ça? Et le métier d'aide-soignant, il a cette dimension peut-être plus qu'un mécanicien, ou de cette valeur humaine, de qu'est-ce qu'on apporte à l'autre. Et je pense qu'on l'a ou on l'a pas, tout simplement. Si on l'a, il faut se laisser le droit de le vivre pleinement. Si on l'a pas, c'est qu'on n'est pas fait pour. Bon, les choses sont nettes. Hein, au moins... Yehuda, alors? Moi, je dirais c'est une vocation, c'est une destinée, c'est une envie. Il faut avoir l'envie, en fait, de prendre soin des autres. C'est la bienveillance envers les autres. Donc, c'est ça, en fait, je dirais. Pas mal aussi.
Hein, pas mal. Alors, Ouda, ça me rappelle une discussion dans un autre cadre où il y avait une personne qui était auxiliaire de vie. Elle disait, mais moi je ne suis pas auxiliaire de vie, je suis auxiliaire d'envie. Et je m'étais dit, c'est quand même pas mal, quoi. Hein, il y a aussi ces petits éléments-là. Bon alors, vous vous y retrouvez dans les termes qui ont été utilisés? Ouais, pas mal. Super. Et après, il y aura un concours, si on trouve d'autres termes. Voilà, on peut faire le concours Rockefeller autour de comme ça. Quel est le terme qu'on peut attraper? Alors, Michael disait là, tout à l'heure, en parlant de son parcours, il parlait aussi des personnes inspirantes, des rencontres. Jacques Prévert, un grand poète, qui disait il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Il y a quelque chose autour de ça. Est-ce que dans votre métier, donc dans ce métier-là, est-ce qu'il y a eu quelqu'un, une personne, un être humain, qui a été un déclencheur ou qui vous a permis de prendre de l'assurance et à continuer de vous développer ou pas spécialement? Nora? Non, je la sentais dire... J'ose plus passer après, on va dire. Non, en fait, moi, c'était ni une infirmière, ni une aide-soignante qui m'a aidée. C'est une directrice des soins. Voilà. Parce que de par sa rigueur, son empathie, l'échange avec les équipes, l'entraide, quand par exemple il manquait une infirmière, elle allait aider ses équipes. Du coup, ça m'a vraiment envie de continuer ce métier, en fait. Ouda, elle a envie d'intervenir aussi. Merci. Moi, j'ai envie de dire, c'est grâce à quelqu'un qui est ici dans la salle, qui m'a vraiment donné l'envie, en fait, d'évoluer, qui était, quand je suis arrivée dans l'établissement, c'était un infirmier qui avait une rigueur de travail, qui avait toujours envie, qui avait toujours dit qu'il sera un directeur d'établissement, qui est Monsieur Frédéric Cordet. Allez, on l'applaudit. Directeur. On l'applaudit. Voilà. C'était pas du tout prévu. Voilà. En revanche, on m'avait raconté votre parcours, qui était aussi... C'est un très très bel exemple pour moi. Une belle évolution aussi. Donc voilà, il est parti d'aide-soignant, infirmier, cadre infirmier, et maintenant c'est un directeur d'établissement. Et donc ça donne vraiment envie de faire pareil aussi. Voilà. Et si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et demain, il n'est pas encore au courant, hein, mais on en discutait tous les deux, on monte sa candidature pour la présidence de la République. C'est ça, hein, ce qu'on a dit. Voilà, donc c'est la suite. Et elle a dit non, vous êtes bien gentil, mais voilà. Alors, pareil, est-ce qu'il y a eu comme ça des rencontres? Moi, elle s'appelle Nora. Bon, c'est pas toi, Nora, mais c'est une autre, Nora. Mais c'est une aide-soignante. Je me rappelle, j'étais toute jeune, faisant fonction, et je suis rentrée dans une chambre un jour, et je pense que j'ai dû ouvrir les rideaux trop rapidement, un matin. Et elle m'a repris, elle m'a fait ressortir de la chambre, elle a fait « Ok, t'as rien compris ». Et elle m'a dit « Tu vas regarder et tu touches à rien, tu regardes ». Et en fait, je pense qu'elle m'a fait prendre cette perspective de la globalité. On n'est pas là que pour faire des gestes, on est là pour être. Et je me rappellerai toujours d'elle. C'était... je pense que même après, quand j'étais directrice des soins et qu'elle était là en tant qu'aide-soignante, je pense que je me rappelle encore aller la voir, ça va, on va faire un lit ensemble. Tu vois, je pense que c'est la manière de faire des lits, tout est... vous nous apprenez tellement que... Ouais, cette transmission-là, c'est vraiment une colonne vertébrale. Okay. Vous remarquerez qu'il y a parfois un petit peu d'émotion dans les voix. Ah, mais super. Hein. Ma première belle rencontre, les patients. C'est là où j'ai le plus appris. Au contact des premiers patients, écouter leur histoire, leur parcours de vie, leur chemin. Ça a été
Ma première belle rencontre. Et puis, il y a toutes les rencontres professionnelles. Elles sont aussi dans cette salle. Claire Pernet, Rachel Gendard, que j'ai déjà cité tout à l'heure, et qui sont des personnes qui, on les aime autant que parfois on les déteste, parce que dans notre esprit, elles nous confrontent dans nos idées, dans la perception qu'on a. Et au final, on en sort grandi à la fin. Donc voilà, je souhaite à tout le monde de rencontrer des personnes comme ça dans ce chemin professionnel, parce que c'est ce qui nous fait grandir. Ce que vous dites est essentiel, personne ne grandit tout seul. C'est pas vrai. On est des animaux sociaux, on a besoin d'autres personnes, on a besoin d'exemples. Alors parfois, des mauvais exemples, on nous dit je veux surtout pas être ça. Parfois on se laisse influencer, c'est un autre sujet, mais n'empêche que personne dans une histoire comme ça, non, ça n'existe pas. Il y a deux choses, des rencontres, puis un autre truc qui s'appelle le travail aussi. Hein, oui, hein, on est d'accord. Amandine, à propos de travail, donc vous avez les enfants, vous changez de job et tout ça, quand vos proches, quand vous avez expliqué votre nouveau parcours et tout ça, ils vous regardaient bizarrement, ils ont trouvé ça génial, ils vous ont soutenu, ça dépendait des personnes. Est-ce qu'il y a des amis que vous ne voyez plus depuis que vous avez changé Franchement, ouais. Je partais dans votre optique justement au départ de mon changement de métier, que je me sente justement exclue par mes amis. J'avais peur du jugement. Pourquoi maintenant? Pourquoi tu l'as pas fait plus tôt? Pourquoi tu as fait des enfants? Pourquoi tu n'as pas fait tes études avant de faire tes enfants? J'avais plein de questionnements comme ça qui me sont venus à la tête. Et puis, moi, j'ai foncé toute seule. Et ils ont accepté. Ils m'ont encouragée. Ils sont fiers de moi aujourd'hui. Donc, ils me voient épanouie dans mon nouveau métier, j'ai envie de dire. Donc, très, très bien. Moi, de mon côté, ça s'est très bien passé. Très, très bien, oui. Donc cette notion de reconnaissance, elle existe. Complètement. Ouais. Après, ça dépend aussi de comment on valorise son métier. Donc, quand je me retrouve avec mes amis, la manière de parler de mon métier, je leur explique un peu mon quotidien sur mon lieu de travail. Ils ne s'attendent pas à ça. Ils n'ont pas, en fait, cette image de ce métier. Donc, le fait que je leur en parle, parce que c'est moi qui le vis, tout de suite, en fait, ils acceptent. Ils ont même envie pareil aussi, peut-être de changer de métier. Donc après, avoir le service qui leur convient, le métier, ça dépend de comment on le vend, comment on explique son métier. Ouais. Ouais, l'ancienne commerciale, comment on le vend. En voilà, ça reste. Non mais c'est bien. Et ça fait une transition formidable avec un autre thème qu'on s'est dit qu'on voulait aborder, c'est comment convaincre. Comment, parfois, on peut avoir envie de dire, je ne sais pas, des amis dont l'enfant s'interroge un peu sur son parcours professionnel, des gens plus âgés qui se demandent, qui ne sont pas à l'aise dans ce qu'ils font, qui ne trouvent pas de sens et tout ça. Comment vous expliquez ? Moi, je leur dis qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, vraiment. C'est ce qui revient, c'est qu'on m'a posé la question de savoir, mais pourquoi j'ai pas... C'est un métier que, tout le temps, je le dis, qui me trottait dans la tête. Mes parents, ma famille m'ont posé la question, pourquoi tu ne l'as pas fait avant de faire tes enfants? Donc, je leur ai dit, écoutez, il n'y a pas d'âge. Donc, on peut foncer à n'importe quel âge. C'est une question de motivation, d'envie, d'assiduité, parce que, je peux comprendre, on a tous nos aléas de la vie de tous les jours. C'est pas facile d'être là, de se lever tous les matins, mais c'est une question de motivation, d'envie. Voilà, une fois que l'envie elle est là, ça va tout seul. Les années passent aussi, le temps passe vite. Donc de prendre tout ce qui peut arriver. Ouais. C'est quoi? C'est 10 mois de formation quand même. Donc 10 mois, ça passe vite. Ouais. 11 mois, pardon. On sent le dernier mois. Voilà, donc ça, oui. Donc ça passe super vite, très très vite. Et puis on est tout de suite après dans le milieu du travail. Et on met en pratique notre métier tout de suite. Donc, tout apprendre, tout emmagasiner pour être bien sur le terrain après. Et voilà un résumé. Alors, Et vous quatre, pareil, est-ce que vous avez envie de... comment vous... sans doute vous avez envie de convaincre, ou quand les gens s'interrogent et tout ça, comment vous le faites? C'est quoi les arguments que vous utiliseriez dans ce cas-là, quand vous parlez de votre métier, pour en montrer toute la richesse et tout ça? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant? Ou qu'est-ce que vous mettez en avant tout bêtement? Oui, Mickaël? Juste vous raconter un petit... quand j'ai décidé de devenir aide-soignant par le sens de la VAE, mon entourage me disait, mais tu vas faire toute ta vie changer des vieux. Excusez-moi, pardonnez-moi du terme, mais c'est ce qu'on m'a dit. Et entre nous, c'est ce qu'on entend. Là, deux possibilités. Soit je me retranche derrière cette frasque, ou alors je me dis, je vais peut-être leur prouver le contraire. Que le métier d'aide-soignant, au final, c'est pas juste
sous le prisme du soin physique. La dépendance, elle prend plusieurs formes. Elle peut être physique, elle peut être psychique, elle peut être sociale. Et donc de se dire, je vais prouver que le métier d'aide-soignant, ce n'est pas que ça. C'est une manière aussi de promouvoir toute l'étendue du métier d'aide-soignant. Et ça, je pense que vous pouvez le vivre aussi dans votre formation, dans vos différents stages. Mais il faut d'abord se l'accepter soi. Et une fois qu'on l'a accepté soi, du coup, on sera beaucoup plus résilient pour promouvoir ce métier. Donc, on compte sur vous. Merci beaucoup. De cet élément-là, on va rebondir. D'ailleurs, quand vous avez dit changer les vieux, il y a plein de gens qui ont réagi en disant oui, c'est exactement ce qu'on entend. Parfois, ça peut être les profs qui ont dit ça au collège, et ainsi de suite. Donc c'est des représentations aussi extrêmement lourdes. Et du coup, on disait, si on a aussi orienté la fondation de cette manière-là, c'est parce qu'il y a une problématique absolument majeure. Alors aujourd'hui, elle est portée par les jeunes infirmiers, par exemple, mais elle est dans tout. Je vous parlais, 2,5 millions de personnes qui travaillent dans le secteur. Globalement, il y a 2,5 millions de problèmes de recrutement. Voilà, donc il manque, selon les chiffres, 300, 350, 400 000 personnes dans le secteur. Et donc, on voit bien qu'il y a cette question-là. Alors vous, de votre expérience, comment on pourrait faire pour essayer d'aider, par exemple, le groupe Corian à recruter plus? Comment on peut aider telle ou telle personne en responsabilité de recruter? Voilà. Comment on fait? Est-ce que il n'y a pas de solution magique, ça se saurait, mais de vos regards, là encore l'expérience aussi du terrain, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors par rapport à l'encadrement des étudiants, en fait, avoir des tutorats dans les lieux de stage, je trouve que c'est très très important, et que chaque professionnel s'investisse au niveau de l'encadrement dès l'arrivée de l'étudiant jusqu'à son départ. Donc c'est pas juste il est dans l'établissement et après on le laisse vaquer aux occupations. Et des fois c'est ce qu'on retrouve un petit peu et je pense que vous le vivez aussi un peu. Donc d'où l'importance de l'encadrement dans les établissements à l'arrivée de l'étudiant, un bon accueil, voilà, et puis une formation. Et à vous aussi d'être impliqué dans votre formation, d'être maître de vos stages. De ne pas hésiter à poser des questions, à vous intéresser à tout ce que vous pouvez voir. Si vous voyez, par exemple, un professionnel qui est plus amené à encadrer, allez vers lui. Profitez pleinement de cette formation pour vous enrichir au maximum, pour que le jour où vous allez exercer, vous serez prêt à exercer. Ça va dans les deux sens, en fait. Il y a les professionnels, mais il y a aussi les étudiants pendant leur formation. Voilà. Alors, Karine Varamian, on peut l'applaudir et on a besoin, et puis de le dire aussi en discutant tout à l'heure avant de démarrer, Karine Varamian, vous nous expliquiez combien c'était hyper difficile en ce moment de trouver des lieux de stage. C'est un truc là quasiment à 24 heures de la fin, de toutes les difficultés qu'il y a. Donc on voit bien qu'il y a une problématique très très forte, liée aussi au fait que comme il y a moins de professionnels, comme il y a des structures qui ferment, évidemment, ça fait aussi moins de place et puis moins de gens qui peuvent donner du temps. Alors, comment on fait avec tout ça? Donc, en tout cas, la question des stages, du tutorat, elle est hyper importante. D'autres pistes, réflexions? Oui, je voulais répondre à votre question, qui est comment est-ce qu'on donne aussi de bien recruter, ou en tout cas de donner des moyens pour recruter. Je pense que c'est une dynamique aussi de culture d'établissement. Au-delà de se donner, de faire des job dating ou plein d'outils, c'est sûr, ça, c'est les outils. Mais est-ce que la stratégie, est-ce qu'on a envie de recruter? Comment est-ce qu'on veut accueillir des gens à nos côtés? Comment on veut faire équipe avec eux? Comment on veut valoriser chaque talent, chaque couleur différente humaine que chacun apporte? Et donc, c'est dans notre stratégie profonde, en fait, d'établissement, mais pas que, de vouloir se dire, on intègre des
la formation. Et que vous ne soyez pas que le stagiaire, que vous ayez un prénom, que vous soyez attendu, que vous ayez un accueil digne de ce nom, avec des tenues dignes de ce nom, avec un service, des professionnels qui vous attendent et qui ont un plaisir aussi, et des missions qui sont reconnues pour vous encadrer et être formé à vous encadrer. Je pense que le recrutement, c'est quelque part une finalité de quelque chose qu'on a déjà créé comme terreau très juste pour vous accueillir et vous donner envie. Parce que en fait, c'est vous qui nous choisissez, plus que nous. Derrière, on doit vous choisir aussi, mais si vous nous choisissez, c'est déjà un premier pas, et c'est de ce fait 50-50. Ouais. 50-50, mais on vous applaudit à 100%. Ouais, voilà, c'est le truc. Ouais, ouais. Michael, des pistes? Après, on les invente pas. Hein, voilà, moi, j'aime bien mettre les pieds dans le plat. Ouais. On parle toujours où il faut valoriser les personnes par ce qu'on donne en salaire. Bon, mais on ne va pas traiter ce sujet. Je pense que d'abord, c'est aux soignants eux-mêmes de porter leurs idées. Parfois, on a plein d'idées pour valoriser nos métiers et propager un peu des ondes positives dans ce métier. Mais je pense que le premier acteur de ça, c'est nous. Ce sont les soignants. Et c'est ce qui va nourrir les stratégies des différents opérateurs dans le champ de la santé, qu'ils soient publics, privés, associatifs. Mais je pense que les premiers à valoriser tout ça, c'est nous. Mais après, la question, c'est comment on fait. Je pense qu'il faut parler de ce qu'on fait, pas de parler que de ce qu'on entend dans les journaux, dans les médias, mais parler de ce qu'on vit. Et je pense que plus on va propager ces messages-là, plus ça créera peut-être de vocations. J'ai envie de dire, dans un contexte RH compliqué, est-ce que c'est pas à nous aussi de prendre un peu cette pierre et de se dire, allez, on va aussi parler de ce qu'on fait et de la manière dont on le fait. Ça me fait bien. Si je peux rebondir, c'est vraiment, effectivement, je te rejoins vraiment, parce que si à un moment donné, ça fait la différence, c'est que vous soyez fiers d'être aide-soignant. Et fiers nationalement d'être aide-soignant. Fiers d'être représentés aussi quand on prend des décisions vous concernant. Si on entend beaucoup, quand on parle de la santé, des médecins et d'autres métiers, c'est parce qu'ils sont représentés. Et vraiment, je vous invite, et c'est pour ça aussi que je me sens impliquée avec vous, à vos côtés, mais moi aussi en tant que soignante, à m'impliquer dans le système de santé. Il me concerne parce que j'y vis, j'y travaille. Et donc, je propose et je m'y intègre comme partie prenante pour pouvoir pas laisser tout le monde décider sans moi. C'est mon métier. Donc vraiment, effectivement, je te rejoins vraiment. Ce qui m'inspire dans ce que tu dis, c'est si on aime notre métier, si on veut, et c'est pas qu'une question de recrutement, c'est une question de dans quel univers j'ai envie de travailler et évoluer, et est-ce que la France, qui promeut ce métier-là, eh bien, est-ce qu'on en fait partie pour le faire évoluer, pour le faire grandir, pour lui donner aussi encore plus de couleurs, plus de compétences, plus de reconnaissance. Mais ça vient de vous, et ça vient de nous. Ça veut dire, mais par contre, ça demande de s'impliquer, effectivement. Eh oui, on n'a rien sans rien. On l'applaudit. Ouais. Juste en petite parenthèse, avec Marianne, quand on a construit le nouveau comité scientifique de la Fondation, entre autres, on l'avait contacté, il en fait partie, le président de la Fédération nationale des aides-soignants. Et qui me disait, c'est la première fois qu'on me propose ce type de choses. C'est-à-dire que souvent, on n'y pense pas. Alors, on rappellera, très souvent, toutes les études, on voit, les gens disent, et puis c'est la réalité du temps, le temps passé auprès des patients, les gens qui passent le plus de temps avec les patients, avec les êtres humains, ce sont les aides-soignants. Donc là, il y a quelque chose quand même. Et donc, ça serait incroyable de ne pas valoriser ceux qui passent le plus de temps avec les gens. Il y a quand même un truc qui serait un peu... D'accord ? Oui. Hein. Alors, on continue. Le temps avance et Marianne a une très très mauvaise habitude. C'est quand je dépasse le temps, elle vient me tirer les cheveux. Or, je suis très très douillet. Donc voilà, donc je fais très très attention, je vois le temps qui avance. Alors, on est un peu... on va être aussi à un moment de proposer aussi que vous puissiez prendre la parole, mais simplement, tout à l'heure, Ouda, vous avez parlé de votre boss. Ce qu'on voit aussi, ce qui est beaucoup ressorti ces derniers temps sur le rapport, on dit les nouvelles générations, pas nécessairement le même rapport au travail. Alors là, ce qui est très très intéressant, c'est que dans la formation, il y a des gens, a priori, d'âge un petit peu différent.
Ah, il y en a deux qui font ouais, mon gars. Il y en a vraiment, ils ont un âge différent, tu vas voir. Voilà. Et ça va de 20 à 24, quoi, si je regarde. Hein, voilà. Et voilà. De 17, voilà. Mais c'est génial. D'abord parce qu'à tous les âges, on a quelque chose à apporter. Il y a un truc. Je suis prof aux écoles de management et je fais un petit exercice souvent. Je dis dessinez-moi un senior. Alors, juste, mais un objet qui symbolise le senior. Imaginons que la personne parle une autre langue, ainsi de suite. Vous voulez dire c'est un senior. Et allez, à 90% des cas, j'ai droit à une canne. Je rappelle que le senior peut avoir 45 ans. Bah oui. Et après, je dis dessinez-moi quelqu'un d'expérimenté. Et là, il n'y a plus de canne. Il y a autre chose. Donc c'est intéressant. Vous voyez, simplement les mots. Hein, si on prend le terme expérience plutôt que le mot senior, parce que souvent, pour avoir de l'expérience, il faut avoir vécu. C'est rare de naître avec de l'expérience. On peut l'avoir un petit peu, je sais pas, dans le ventre de la mer et tout ça, mais ça reste quand même restreint. C'est avec la vie. Tout ça. Donc c'est intéressant aussi ce mélange. Voilà. Et donc, ce que je voulais demander, c'est est-ce que la question du management, de l'organisation, comment ça joue, et est-ce que vous, de votre regard, vous avez l'impression qu'entre les différentes générations, qu'il y a des problématiques différentes, et est-ce que vous trouvez que le management a évolué ou qu'il faudrait qu'il évolue? Et si oui, comment? Moi, je dirais que le management, ça a évolué, c'est un peu normal. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus? On parlait de confiance, on parlait... Ouais, ça vous va? Ça me va. Ça va, d'accord. Voilà. Alors, merci beaucoup. Alors, donc, on les réapplaudit une fois. Allez, on se fait plaisir. Voilà. Alors, donc, vous avez préparé en cours. Le moment tant attendu est arrivé. Les interventions, les questions, le débat. Alors, on y va. Qui démarre? Qui commence? Bon, il faut que j'intervienne. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je suis un soignant un peu particulier, puisque je suis le directeur général de Korian France, mais je revendique d'être un soignant et j'aime pas qu'on parle de gestionnaire. Voilà, donc, voilà. Je remercie l'école Rockefeller de nous accueillir aujourd'hui et je suis particulièrement heureux d'être là, parce qu'en fait, j'ai passé mon enfance et mon adolescence dans un cabinet de médecins généralistes dans le 8e, pas très loin d'ici, avenue Paul Santy, donc je me sens à la maison. Exactement, voilà, donc je suis chez moi ici, voilà, ça fait plaisir. Moi, je retiens peut-être deux choses pour nos étudiants de tous ces témoignages, deux mots. Le premier mot, c'est la diversité. On a vu que, voilà, avec le même diplôme, à un moment donné, eh ben, il y a une diversité de parcours qui est énorme et qui est d'une richesse incroyable. Et que après, ben, c'est le choix de chacun d'entre vous. Ça a été leur choix de vie, de s'orienter sur des parcours professionnels qui leur ont été ouverts par ce métier, par ce diplôme. Donc vraiment, déjà, la richesse des parcours qui sont diverses, qui sont multiples et qui sont à construire et qui sont finalement entre vos mains. Et en tant que dirigeant de Korian, moi j'attache beaucoup d'importance justement à cette mobilité professionnelle, à donner des possibilités d'évoluer. À la fois, on peut rester dans la filière des soins, donc voilà, on favorise, on espère que le parcours réussi qui permettra aux ASDE expérimentés d'intégrer la deuxième année d'IFSI va sortir, hein, le ministre en a parlé, voilà, mais ça peut être aussi des mobilités vers d'autres métiers de nos établissements, et puis ça peut être des voies d'exercice très différentes, des services très pointus de chirurgie, les EHPAD, la cancéro, bref, la réhabilitation, on peut, voilà. Donc vraiment une diversité grâce à la richesse des parcours. Et puis il y a un point commun quand même qu'on retient, c'est que c'est un métier d'engagement. C'est un métier d'engagement parce que c'est un métier où l'humain est au cœur, en fait. L'humain est au cœur, et c'est pas n'importe quel humain, c'est l'être humain qui a besoin de l'autre. Voilà, quand vous allez travailler, vous serez dans des situations où un autre être humain, vraiment, sera en difficulté et aura besoin de vous. Donc, je crois que cette caractéristique-là, elle est fondamentale, et on a ça, c'est toi qui le disais, on a ça ou on l'a pas.
On a cette envie d'être au service, de se mettre. Il ne s'agit pas de faire un transfert, hein, surtout pas de transfert en disant oh, je prends la douleur de l'autre, je prends le truc. Non, c'est pas ça. Mais voilà, je mets ma compétence, je mets mon dynamisme, mon intelligence au service de l'autre qui en a besoin parce qu'il est dans un moment d'extrême fragilité, de dépendance, de maladie. Et puis je crois dernièrement, c'est un métier d'émotion. C'est un métier d'émotion, donc ça veut dire que c'est un métier qui va vous procurer énormément de joie, qui va vous faire vivre des moments de douleur, qui vous fera vivre des moments probablement de peur aussi, mais surtout qui vous fera vivre quand même beaucoup de moments de joie et de bonheur. Donc c'est un métier qui est très très riche en émotions. Et puis juste pour finir, c'est un métier d'équipe et on parlait un petit peu d'évolution des modes managériales. Alors toi le sociologue le sais beaucoup mieux que moi, mais c'est vrai qu'on a construit tout notre système hospitalier tout sur la pyramide, le système pyramidal. Et je crois qu'aujourd'hui, ben voilà, on voit bien, même si les choses sont encore compliquées, on est beaucoup plus sur un système nodal, avec des réseaux, des interventions, des dimensions qui sont plus ou moins importantes, de la profondeur d'intervention qui va changer en fonction des situations. Voilà, donc je crois que l'évolution, on va aller aussi beaucoup plus vers de la polyvalence, être capable de prendre des postes, de changer. Voilà, c'est très important. Et puis dans tous les métiers du soin, j'en resterai là. Il y a une dimension technique. Il y a une dimension technique, et vous l'avez dit, tous les gestes, on peut les faire bien ou on peut les faire moins bien ou on peut les faire mal. Voilà, vous l'avez dit, ouvrir des rideaux, ça peut paraître un geste bénin, banal. Ben non, c'est une première dimension que tous les gestes que vous allez faire, eh bien, ont une dimension technique et il faut bien le faire. Voilà, ça Et puis la deuxième dimension de votre métier, c'est cette dimension relationnelle, à la fois au sein de l'équipe et puis avec le patient, et puis le patient, le résident, et puis aussi également les familles. Voilà ce que je retiens de ces discussions et ce que j'aimerais que Moi, je suis quelqu'un d'assez engagé, en fait, et j'aimerais vous avoir convaincu de moins de ces deux éléments-là. Merci beaucoup. Alors, après la prise de parole de ce premier étudiant, tu ne le fais pas. Et il n'est jamais trop tard. En plus, c'est comme ce « il n'est jamais trop tard » est important. Jamais on a vécu aussi longtemps. Donc d'une certaine manière, jamais on a autant d'opportunités pour changer, pour évoluer, pour se transformer. Donc de ce point de vue-là, c'est une chance que n'ont pas eu nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Donc profitez-en encore. Alors qui se lance? Première remarque, question, ce qui a été préparé. Bonjour, moi c'est Gonchini. Je suis élève et aide-soignante, exercice complète. Et en fait, ma question c'était comment un soignant qui vient soigner une personne en arrivant à la maltraitance? Comment on arrive pour soigner et finalement on finit par la maltraitance. D'accord. Alors là, vous me les avez un peu. Ah merde. Ah ouais. Ouais. Mais génial, vous avez vu comme ça les fait. Ça a été une de mes premières questions quand je suis devenue directrice. Parce qu'en fait, mes collègues, c'est ceux qui m'ont appris le métier. Et en fait, je me suis retrouvée avec mes collègues qui étaient mes mentors. Et je les ai vus devenir maltraitants, pour certains. Alors que c'était ceux qui m'avaient tout appris. Et là, c'est là où je me suis re-questionnée. C'est pour ça que j'ai eu besoin de repartir à me re-questionner sur comment on peut en arriver à ce moment-là dans notre métier. Et il y a plusieurs choses qui me sont arrivées. L'équipe, l'esprit d'équipe. Je pense qu'on peut tous avoir des moments dans notre vie compliqués. Notre vie pro et notre vie perso ne fait qu'un. Et parfois, on nous fait croire que c'est deux choses qui sont séparées, alors pas du tout. Et que dans notre vie perso, il peut se passer des choses très très dures. Et que malgré tout, on doit continuer à travailler et qu'on n'a pas forcément peut-être des fois la tête à ça. Et que l'esprit d'équipe, s'il est vivant, s'il traverse, eh bien, à ce moment-là, on est à 20% peut-être dans notre journée. Mais par contre, d'autres, à ce moment-là, ils sont à 140%.
Et donc, c'est la complétude. Donc, on peut en arriver parce que tout simplement, les épreuves de la vie peuvent nous bousculer et peuvent nous faire arriver que on l'ouvre ce rideau parce qu'il faut l'ouvrir et qu'on serre le plateau parce qu'il faut le servir, mais qu'on n'a qu'une envie, c'est de rentrer et pleurer. Et puis, il y a l'autre chose, c'est parfois la peur du changement. Et ça, c'est nous, managers, on doit vous accompagner dans ces moments peut-être compliqués, qui est de partir d'un domaine où vous êtes en routine, et parce que vous savez, parce que vous maîtrisez, et de vous accompagner à sortir un peu de cette zone de confort qui peut parfois amener des gestes routiniers et qui ne sont plus en adéquation avec ce dont on est attendu. Voilà, donc je crois que les regards extérieurs font qu'on limite cette situation, mais voilà, ça peut arriver et je pense qu'il ne faut pas juger, mais plutôt accompagner. Joli. Moi, je me dis, on n'a pas le droit de devenir maltraitant. C'est ce que je me dis. Donc, si on voit qu'on devient maltraitant, il faut tout de suite arrêter. C'est qu'on n'est pas fait pour ce métier. Voilà, il ne faut pas continuer dans cette voie-là. Donc si vous avez choisi d'être aide-soignante, c'est la bienveillance, c'est prendre soin des autres, c'est être près des autres. Et c'est contraire à la maltraitance. Donc moi, ce que je dirais aussi, c'est un travail d'équipe, en fait, comme vous disiez tout à l'heure. Il faut en parler, si ça ne va pas, avec une collègue, mais partager le moment difficile, voir ses difficultés en face et en parler, et pas rester seul et maltraiter et s'en prendre après aux patients. Les patients, ils ne sont pas là pour vivre ça. On n'a pas le droit. Et moi, je dirais que c'est interdit, en fait, de maltraiter un patient. On fait un métier pour avoir de l'empathie, pour aider son prochain. Et voilà, c'est un métier passionnant. Si on aime, c'est avec beaucoup d'amour qu'on doit faire ce métier. Rien d'autre, en fait. Voilà. Donc pour rebondir justement sur ce que tu disais, effectivement, c'est ça. Au point d'en arriver à la maltraitance, c'est effectivement de mes stages, de mes précédents stages et tout, c'est l'ambiance, l'équipe. L'ambiance, l'équipe, l'écoute, la solidarité dans l'équipe, la charge de travail aussi. Souvent, quand on a beaucoup de charge de travail, qu'on n'est pas soutenu par ses collègues, on peut en arriver là, involontairement bien sûr, parce qu'une aide-soignante peut aimer son métier et toujours l'aimer bien sûr en étant maltraitante, mais peut aimer son métier, mais la charge de travail fait que ça peut en pâtir là-dessus. Ouais. Alors, on voit votre question, elle a fait réagir. Alors, deuxième question. Oui, bonjour, je suis Marie-Claude Lescaudron, responsable des relations école et de l'alternance chez Corian. Et je réagis là en tant que soignante et en tant qu'ancienne directrice d'EHPAD. Et moi, c'est la notion de sens qu'on donne à ce métier de soins. Je vais vous partager des retours d'aides-soignantes. Et je me souviens, le matin, j'avais une aide-soignante qui arrivait dans le service et puis qui me disait je vais commencer par Madame Dupont, je vais terminer par Madame Bertrand. Ça fait 10 chambres, je suis épuisée. Puis j'avais la seconde aide-soignante qui arrivait et qui me disait moi ce matin je suis allée voir tous mes résidents, je leur ai dit bonjour. Je sais que Madame Intel, elle est beaucoup plus, il faut que j'y aille rapidement. Aujourd'hui, Madame Intel, je vais la laisser faire. Fin de la matinée, eh bien, il y avait l'aide-soignante qui avait une charge mentale tellement importante qu'elle en arrivait à la charge vraiment physique. Et dans ces cas-là, risque de maltraitance. Et puis, la seconde qui avait mis beaucoup de sens à sa matinée, à son organisation, et qui du coup vivait beaucoup mieux le soin. Voilà, j'avais envie de vous partager ça, et je fais référence à l'histoire du casseur de pierre de Charles Péguy, et tout ce qui est cette notion de sens, vous permet d'atténuer votre charge mentale peut-être, et justement d'être plutôt orienté vers la bientraitance. Merci.
Alors, l'homme à la casquette. Moi, je suis Jason et j'ai une question par rapport là. On a parlé de la maltraitance soignant-patient, mais moi, j'avais une question pour les soignants. Comment ils ont survécu à la maltraitance institutionnelle de l'État pendant le Covid, en fait? Question simple, cool. Ok, super. Mais alors, pas nécessairement une maltraitance volontaire, mais en tout cas, qui peut être vécue comme ça. Alors vous, de ce que vous avez vécu tant Covid, qu'est-ce que vous avez envie d'en dire? Vas-y, bien sûr. Alors, pour l'avoir vécu en tant que soignant, maintenant, avec le recul, alors, on peut voir cette période Covid comme quelque chose de très difficile, confronté à des situations dont on n'avait pas l'habitude, mais avec un peu plus de recul, comme une grande réussite. Parce que du coup, on fait quand même un petit bond en arrière, et le Covid a permis quand même une chose, c'est de faire confronter ensemble, d'un côté, le droit, et de l'autre, les obligations de l'établissement. Et c'est un peu toujours l'enjeu dans nos établissements, hein, qu'on soit en EHPAD, à l'hôpital. On est toujours confronté à respecter autant que possible le droit des patients. Et de l'autre, assurer les obligations qui sont demandées. Et le Covid, je pense, a été un bel exemple, parce que d'un côté, il faut protéger, il faut assurer la sécurité. Et puis de l'autre, il faut respecter aussi leurs droits. Donc je pense qu'il n'y avait pas de situation, il n'y avait pas de normalité dans cette période. Vous l'avez peut-être vécu aussi, soit en établissement, soit avec vos proches. Mais en tous les cas, je pense que ça a remis en perspective certaines choses. Aujourd'hui, on le voit, notre secteur, le secteur médico-social, sanitaire, est en plein mouvement, est en pleine transformation, le modèle des EHPAD aussi. Donc on voit que quelque part, ça a été difficile, mais aujourd'hui, on en vient à revoir ce modèle, à se re-questionner sur ce modèle et à avoir un débat. Et c'est peut-être là la première pierre du changement et de l'amélioration. Merci, Mickaël. Pendant cette période, je trouve qu'on a limité les galons sur les épaules et au contraire, comme personne ne savait rien, on était, je pense qu'on ne s'est jamais autant écouté. Même si on était en galère, hein. C'était quand même une sacrée galère. Mais j'ai l'impression que dans la galère, parfois, on se serre plus les coudes. Et je pense que j'ai vu des médecins démunis et des médecins écouter aussi bien la soignante que l'infirmière, que la SH, que le logisticien, pour se dire comment est-ce qu'on va faire. Et donc, est-ce qu'on a été institutionnellement maltraitant? Est-ce que, en tout cas, on s'est remis, on s'est rencontrés. Déjà pas mal. Messieurs, dames, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Pascal, je vous doutez que je suis en conversion professionnelle. J'ai eu l'occasion de voir Nora au 4 Nord, là-bas, donc je peux vous confirmer que c'est un très bon maître de stage. Vrai ou faux? Ça fera... Moi, en fait, ma question, c'est que depuis tout à l'heure, on parle de la bienfaisance, de l'empathie, tout ce qui s'ensuit par rapport aux personnes âgées. Ma question, c'est pourquoi dans les EHPAD, on ne prend pas en considération, justement, on va prendre les personnes âgées, on va les amener une semaine à la montagne, une semaine à la neige, et qui ferait un bien général pour tout le monde, aussi bien pour l'esprit d'équipe, une cohésion, et puis pour ces pauvres personnes, en fait, qui, ne serait-ce que de prendre un bol d'air, parce que j'ai eu une petite expérience dans un EHPAD, mais c'est malheureux, quoi, le fait de les voir comme ça, cloisonnés, enfermés, et dans les EHPAD, le fait juste de les sortir dans l'enceinte de l'établissement, j'ai trouvé ça malheureux. Et en ayant dialogué avec une résidente qui était là-bas, on a évoqué ce point-là et elle disait mais ça me ferait plaisir de voir la mer et la montagne. Alors peut-être que le coût financier, tout à l'heure, vous n'avez pas voulu en parler, il peut y contribuer, mais qu'est-ce qui fait que c'est pas pris en considération dans les EHPAD, ne serait-ce qu'une semaine par an pour leur changer d'air, quoi? Pourquoi pas? Merci. Alors, le droit aux vacances, quoi. C'est les congés payés dans les EHPAD. Voilà. J'adore cette question. Non, mais alors, je vais commencer par vous répondre par une autre question. Vous, prochainement, quand vous serez soignant, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour partager cette idée, pour la mettre en avant? Moi, mon but, c'est d'être travailler dans les EHPAD parce que j'aime le contact vraiment avec ces personnes âgées parce qu'ils sont totalement abandonnés. Et qu'est-ce que je suis prêt à faire pour eux? Moi, me dire, je prends une semaine de vacances s'il faut sur mes congés payés, mais je les amène au bord de l'eau. Ne serait-ce qu'en fauteuil roulant, les mettre au bord de la mer ou à la montagne pour qu'ils puissent
respirer l'air frais, quoi, et que ça leur oxygène tout ça, que ça leur change la tête. Je suis prêt à faire ça, moi. On a bien fait de le recruter, celui-là. Hein, bravo. Ah, Non, mais pour vous partager mon idée, alors je sais que des initiatives telles que celles que vous décrivez existent. Il y a même, on voit actuellement des bistrots se créer dans certains EHPAD. Je pense que cette question-là, elle est effectivement centrale. C'est comment répondre à ces besoins, parce que je pense que il faut partir de leurs besoins, de leurs souhaits. Je pense qu'on ne se trompe jamais quand on part de ce côté. C'est-à-dire, on propose quelque chose, on a un projet, d'accord. Est-ce que ce projet, il répond à des besoins ? Je pense que c'est le point central. Et effectivement, comme vous le dites, ces projets-là, c'est un peu l'EHPAD à l'extérieur, quoi. C'est des établissements plus ouverts, plus ancrés dans les territoires. Et je pense que c'est un peu le modèle qui est débattu en ce moment. Mais on l'a jamais vu depuis ce jour-là. Moi, j'ai jamais entendu parler. Bah tiens, il y a une équipe d'EHPAD qui est partie une semaine au bord de l'eau. Je vous assure, ça existe. Ouais, y en a et elles sont, ou alors, non, mais je parle pas de colonies de vacances, mais c'est pour qu'on parle d'empathie, de bien-être, de cohésion d'équipe. Pardon ? Mais on parle pas des familles, on parle des EHPAD là. En fait, en gros, vous parlez de comment on peut changer les choses. Je trouve ça intéressant parce que c'est vrai, en fait, ce que vous abordez, c'est comment est-ce qu'on peut changer les choses ? Est-ce qu'on peut penser autrement ? Est-ce qu'on peut amener une autre manière de faire ? Bienvenue dans le monde du travail, à nos côtés, pour imaginer ensemble mieux. Penser plus grand, penser plus adapté aux besoins pour la population pour qui on bosse. Parce que c'est eux. Est-ce que vraiment ils ont besoin de tout ça ? Et de quoi ils auraient besoin ? Et c'est tout ça, c'est bien. C'est la dynamique que vous avez, elle est très juste. Gardez-la, utilisez-la, mettez-la en emploi tous les jours. Dans ce que vous allez faire, ne changez rien, lâchez rien. Par contre, il va falloir de l'endurance, monsieur. À mon âge, je pense que j'ai du jus, non ? Ma promote peut vous le dire. Non, en fait, c'est simplement pour vous dire que depuis tout à l'heure, on parle d'empathie, justement, de 80% de l'équipe qui donne à fond à midi, ils sont cramés, puis il y a 20% qui prennent des cafés. On l'a tous vu, hein, on ne va pas se voiler la face, on ne va pas faire les hypocrites. Mais justement, je pense que par rapport à cette démarche-là, ça créerait donc déjà du bien aux résidents et un esprit d'équipe, une cohésion au niveau des équipes et un nouvel élan qui fait que donc, j'incite Corian à... Allez, on est tous d'accord. Aller au bord de l'eau. Alors, merci beaucoup en tout cas. Faites passer le micro. Ah, vous l'avez. Bonjour, je vous remercie déjà de choisir l'école Rockefeller et la promotion d'aide-soignant. Pourtant, c'était la journée des infirmiers. Moi, je m'appelle Emna, je suis élève aide-soignant. Ma question, c'était comment prendre du recul qu'on est confronté dans des situations difficiles ou confronté à des situations difficiles dans des services difficiles. Comment prendre du recul, voilà. Sacrée question. Hein, on l'applaudit. On prend pas de recul et on l'applaudit. Allez. Amandine qui commence. Merci pour ta question. Je te tutoie. En étant en psychiatrie, déjà, il faut se former un bouclier, déjà, pour prendre du recul, déjà. Dans le métier de soignant, il faut avoir déjà un bouclier. Et ne pas prendre les choses de manière personnelle. Voilà, tout ça, ça entre en jeu. Et donc, tu ne prends pas le côté personnel de la chose, tu te crées un bouclier, tu fais du sport, voilà, pour évacuer tout ça. Et voilà, moi vraiment le conseil que je peux te donner, c'est de te créer un bouclier. Voilà. Alors, premier conseil, le bouclier. Après, je dirais, prendre du recul, c'est aussi pouvoir échanger avec les équipes, en parler, pas y garder pour soi. Et puis, vous verrez avec les années, que je vous souhaite, vous arriverez plus avec l'expérience et les compétences que vous allez acquérir au fur et à mesure, avoir plus d'assurance et prendre plus de recul pour certaines situations. Voilà, c'est l'expérience qui va faire petit à petit le chemin aussi. Merci beaucoup. Une autre... J'aurais tendance à accepter vos émotions. J'ai vraiment entendu trop souvent me dire t'as un problème, tu les mets dans le vestiaire, tu arrives, t'as juste une blouse blanche et tu... Je pense que vous êtes fait d'émotions, on est tous faits d'émotions, on est touchés et émus par des situations. S'endurcir, enfin j'ai souvent entendu des mots comme ça, vous êtes émus. Ok, et l'accepter de le dire et de le partager, vous êtes ému par la situation. Après, le débriefer est très important parce que vos pairs peuvent dire oui, mais en fait, on a bien fait.
C'est ça aussi, c'est qu'on a bien fait le job, parce que dans les situations difficiles, c'est aussi ce qui nous émeut parfois, c'est de dire est-ce que j'ai fait suffisant, est-ce que j'étais suffisante, est-ce que j'ai bien fait le job. Et c'est cette débrief dont vous parlez qui permet, je pense, de dire ok, je suis émue par la situation, mais aussi j'ai peur de ne pas être suffisante, enfin, parce que parfois c'est aussi ça les situations compliquées. Et c'est l'équipe qui permet de complet. Tout seul, on ne peut rien faire, c'est un ensemble qui permet de ça. Donc les situations compliquées, plus on est ensemble, mieux c'est. Un petit coup d'émotion. Voilà. Bonjour à tous. Moi, c'est Patience. En fait, j'ai une question que j'aimerais bien poser parce que ça me dérange un peu, en fait. J'allais juste savoir quelle attitude adopter en tant que soignant devant une personne qui refuse tout soin, qui n'a pas de troubles cognitifs et qui est normal, mais qui est malade, qui refuse tout soin malgré l'implication de la famille, les autres collègues. Nous, en tant que soignants, que devons-nous faire? Situation largement quotidienne. Merci beaucoup, Patience. Mais en fait, un patient qui refuse tout soin, il y a peut-être une raison en fait que nous, soignants, et puis la famille, ils n'arrivent pas à déceler, à savoir que dans les établissements, il y a des psychologues. Et on peut proposer éventuellement aux patients de rencontrer la psychologue qui, de par son métier, peut essayer de décoder un petit peu ce qui se passe et nous, en tant que soignants, d'essayer, comme on peut, de déverrouiller tout ça, quoi. Mais les psychologues sont présents dans les établissements maintenant. Voilà. Culture. Il y a la notion de culture, par exemple, dans le cancer, dans le domaine dans lequel je travaille, mais je parle avec Karine, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Il y a aussi parfois, dans la culture, il n'y a pas que le monde réel, il y a aussi le monde invisible, et aussi parfois on croit qu'on mérite ce qui nous arrive, ou parfois c'est une sentence, ou parfois, et que de toute manière, on va pas prendre... On peut croire, il y a beaucoup de croyances. Et puis, si le père ou la mère, enfin, en fonction aussi de la culture, il y a des pouvoirs dans des injonctions qu'on ne comprend pas, qui vont faire que la personne, elle va... Par exemple, j'ai une histoire, une patiente de Guyane qui devait être opérée pour un cancer du sein, et elle refusait absolument d'être opérée de son cancer du sein, tout simplement. Nous, on ne comprenait pas. Il fallait qu'on la sauve, on voulait la sauver, mais elle a dit, mais si vous m'enlevez mon sein, je ne pourrai plus retourner dans mon village, je ne serai plus reconnue comme une femme, je serai à la rue et je serai rejetée par ma famille. Et donc, je préfère rester avec mon sein, avec mon cancer, et peut-être mourir avec ma famille, que mourir seule ou peut-être vivre seule dans la rue un jour. Donc il y a des cultures qu'il faut comprendre. Et là, c'est la formation à l'interculturalité. Je vous invite vraiment, dans votre métier d'aide-soignant, aussi d'aller décrypter ce qui se passe, parce qu'on n'est pas tous faits de la même manière, on n'a pas grandi avec les mêmes histoires, on n'a pas tous la même religion et les mêmes croyances. Donc, et parfois, le refus de soins est lié aussi au fait de certaines croyances qu'on ne connaît pas. Ce qui est intéressant dans la diversité des questions et des réponses, c'est qu'il n'y a pas une réponse unique. Et on voit bien, aussi bien vos parcours sont très très diversifiés, aussi bien vos parcours sont très très diversifiés que les situations et que les manières d'y répondre. Encore une fois, il n'y a pas une vérité révélée, il n'y a pas un truc qui tombe du ciel et puis c'est comme ça qu'il faut faire. Et je reviens à ce terme, il y a aussi cette notion d'expérience. J'apprends aussi au fur et à mesure. Allez-y, merci. Je m'appelle Zenzi, je suis élève aide-soignante. J'aimerais poser une question pour les soignantes qui ont rendu leur témoignage tout à l'heure. Il y en a qui ont fait 20 ans de métier. Et on nous enseigne de garder une certaine distance professionnelle avec les patients. Comment au bout de 20 ans de métier, si on exerce dans le même établissement, on peut garder cette distance-là? Parce qu'on est plus près des patients. Comment on fait? Alors, Ouda, comment on fait? Moi, ça fait 20 ans que je travaille dans le même établissement, comme je vous ai dit. Donc, c'est dans ma formation d'aide-soignante et grâce au stage aussi que j'ai effectué pendant toute ma formation d'aide-soignante que j'ai appris à garder cette distance, même si parfois on s'attache un petit peu aux résidents.
parce que ça devient un petit peu notre famille, hein, résident, parce qu'on s'occupe de lui 4, 5, 6 ans. Donc, mais on essaye quand même de garder une distance. Voilà. Bon. Il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de recette magique, c'est vrai. Voilà. Du coup, je vais rebondir pour la santé mentale qui est particulier, en fait. Du coup, la santé mentale, pour garder une distance avec le patient, déjà, premièrement, mettre le vouvoiement, qui est très important, ne pas se laisser tutoyer par le patient, ne pas raconter sa vie privée. C'est des patients qui sortent et qui reviennent, donc je peux être emmenée à les voir pendant une année comme ça, parce qu'ils sortent, ils reviennent et tout. Donc toujours garder quand même le vouvoiement, ne pas expliquer sa vie privée. Comment ? D'échanger. Ah, le numéro de téléphone. Ah oui, c'est tout ça qui fait partie de la distance. Ah oui, non, tout à fait. Ah, là, c'est sûr que la distance a diminué. Et à un moment donné, on peut être aussi emmené à être touché par la pathologie d'un patient qui peut peut-être nous rappeler un vécu familial et tout. Ne pas hésiter à passer le relais à un collègue ou une collègue aussi. Voilà, ça nous protège aussi. Sûr, ouais. Ok, super. Vous voyez, merci. Alors, je vais laisser Marianne conclure. On va s'arrêter. On a pris 5 minutes de retard, 5-7 minutes. Encore une fois, je vous dis, je suis douillet. Elle commence à me tirer les cheveux, donc voilà, je déteste ça. Donc voilà, on va s'arrêter. Mais je voulais vous dire que votre qualité, justement, d'écoute est quand même assez incroyable. Et ce métier, c'est aussi un métier d'écoute. Donc je trouve qu'il y a une certaine cohérence entre votre manière de vous comporter et ce dont on parle. Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc c'est bien aussi quand il y a un minimum de cohérence. Et voilà, c'était hyper stimulant pour nous d'être avec vous, mais c'était aussi hyper agréable, simplement du fait de, oui, encore une fois, de votre qualité d'écoute et puis du travail que vous avez fait en amont et donc des questions qui ont été posées. On voit bien qu'elles sont complètement essentielles, les questions. Hein. Vous étiez là, waouh, il pose cette question-là, bing, c'était un peu un uppercut et tout ça. Comment je réponds? Mais c'est génial, parce que la vie, c'est aussi ça, c'est pas les réponses d'une certaine manière qui comptent au départ, c'est bien les questions, se poser des questions et jusqu'au dernier jour de votre vie professionnelle et de votre vie tout court d'ailleurs, se poser des questions et chercher ensuite les réponses. Et c'est ce qu'on a essayé de faire et franchement ça nous laissera, je crois à tous, un très très grand souvenir. Un souvenir impérissable, j'espère. En tout cas pour nous, on est... Carrie me demandait est-ce que tu es contente? Je suis plus que contente. J'avoue qu'on a vécu là des moments très forts et avec une énergie incroyable que vous nous avez communiquée, jeunes et moins jeunes. Et on a vu aussi sur scène, si je puis dire, des gens absolument remarquables que je remercie aujourd'hui pour la qualité de leur témoignage et puis l'authenticité de leur témoignage. Je crois que vous avez vraiment parlé vrai. Et que les questions qui ont été posées aussi par vous, les étudiants, étaient des questions très importantes, très essentielles. On a essayé d'y répondre, on n'a pas réponse à tout. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ces moments. On va demander à certains d'entre vous d'avoir la gentillesse de témoigner maintenant de façon un peu plus intime, dans le cadre de petites pastilles qu'on réalise. Donc on va vous filmer, on va vous interviewer pour ceux qui veulent, hein, c'est les volontaires, pour garder ça en boîte et pour pouvoir communiquer aussi ce qui s'est passé aujourd'hui ici, qui est très important, à d'autres qui n'ont pas pu être avec nous. Voilà, merci encore pour votre accueil et merci à tous. On vous applaudit. Thank you.